Le journal présenté par Alexis de la Fléchère. Bonsoir Alexis. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Les barrages de la Ligue des Champions. Nous sommes à moins de 2 heures du coup d'envoi entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaïkos. Match retour, ça se passe cette fois à Marseille avec un avantage pour les Grecs, vainqueurs 1-0 à l'aller. On ira prendre le pouls au cœur du Vélodrome avec notre correspondant à Marseille en début de journal, Stéphane Burgat. Dans l'incendie mortel de Grasse, un homme reconnaît avoir jeté un mégot de cigarette dans le hall de l'immeuble mais parle d'un acte involontaire. Les détails dans un instant. Aux urgences, la situation est plus grave que l'été dernier. Déclaration ce mardi sur notre antenne de Marc Noiset, président de SAMU Urgence de France. Pour lui, tous les départements sont touchés. Ces explications à suivre dans ce journal. Mardi 15 août, c'est l'Assomption. Aujourd'hui, jour férié, les catholiques fêtent la Vierge Marie et on s'intéressera en fin de journal aux musiques chrétiennes, mais avec un angle, vous le verrez, assez original. Enfin, une première tendance météo, Valérie Darmon. Eh bien, les températures dans le sud-ouest augmentent et les orages se raréfient entre Charente et Massif Central. L'après-midi, entre région centre et plaine d'Alsace. Météo complète en fin de journal. Europe 1. Le football donc, l'OM va-t-il garder l'espoir de disputer la prochaine Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition européenne? Eh bien, début de réponse ce soir avec un match de barrage retour capital pour les Olympiens face aux Grecs du Panathinaïkos. Après la défaite 1-0 à l'aller, l'OM n'a pas d'autre choix que de marquer ce soir à domicile au Vélodrome. Coup d'envoi 21h. Bonsoir Stéphane Burgat. Bonsoir à tous. Vous êtes au stade Vélodrome et je crois que chez les supporters de l'OM, l'impatience monte. Ah, on le sent, on l'entend, ça monte très fort en température. Les supporters marseillais fidèles à eux-mêmes, feux d'artifice, fumigènes et une marée humaine. Il faut dire que certains sont ici sur le parvis du stade depuis un bon moment déjà. Écoutez. Ah oui, on est arrivé depuis à peu près 14h. Parce que nous on arrive de Perpignan. Ah ben là l'ambiance ça va être folklorique ce soir. Folklorique. Ouais, déjà là, à 3h du coup d'envoi. C'est les chants marseillais, c'est la ferveur, Bon, et vous êtes à température là, c'est bon? Ah ben bien sûr, bien sûr, on est très très chaud. On n'attend plus qu'une chose, c'est rentrer dans l'arène. Voilà, al dente, hein, et on est à 2h du coup d'envoi maintenant. Le parvis du stade qui est déjà bondé, avec ou sans anisette. Les chanteurs des tribunes chauffent déjà leur voix, car tout le monde a bien compris ici l'importance du 12e homme. J'espère que ça va être très très bouillant et que ça va être un bon match surtout. Les joueurs comptent sur vous. Hein. J'espère. Hein. Comme d'habitude, 13e homme. On est bien, on va aller se préparer mentalement, physiquement. Ouais. Et puis voilà, en espérant une belle victoire des Marseillais ce soir, hein. 2-3-0. Et puis voilà, on sera tous contents. Ah, justement, vous allez me poser la question, les pronostics. Et alors, est-ce que l'OM va rattraper ce retard d'un but? Les Marseillais dans l'ensemble se veulent optimistes, mais raisonnables. Difficile, je pense. Ouais, difficile parce que pour le moment, on n'a pas vu vraiment du beau jeu concernant l'Olympique de Marseille. Peur, on n'a pas peur. Normalement, à Marseille, on ne devrait pas avoir peur. Bien que je trouve qu'on est quand même trop gentil à domicile. Manger, je ne pense pas qu'on va les manger, bien qu'on a l'espoir de le faire. Mais bon, je suis quand même optimiste. Je pense qu'on va aller sur une petite victoire quand même. Et tout le monde sera content. Coup d'envoi dans moins de 2 heures maintenant. Et l'OM dos au mur qui joue très gros ce soir. Merci Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Et ce match à suivre en fil rouge sur Europe 1. Et puisqu'on parle de football, un mot évidemment de ce transfert à 90 millions d'euros. Cette fois, c'est fait accord total entre le PSG, Neymar et le club d'Al Hilal. L'attaquant de 31 ans sera présenté ce soir en Arabie Saoudite. Et du côté du mondial féminin de football, l'Espagne a validé aujourd'hui son ticket pour la finale. Première fois que les Espagnols réussissent à se hisser à ce stade de la compétition. Elles ont battu la Suède ce mardi, une victoire 2-1 qui s'est dessinée en fin de match. La Roja jouera la finale soit contre l'Angleterre, soit contre l'Australie, le pays hôte. Tout dépendra du score demain entre les deux équipes. Dans le reste de l'actualité, on l'a donc appris en milieu d'après-midi. À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, le suspect placé en garde à vue a reconnu être à l'origine du feu qui a fait 3 morts ce week-end dans un immeuble d'habitation. Thibaut Hu. Oui, c'est ce qu'il a indiqué aux enquêteurs dans sa dernière audition. L'homme de 47 ans a reconnu le jet d'une cigarette encore allumée dans le couloir de l'entrée de l'immeuble, même si son geste est selon lui involontaire.
volontaire. Un changement de version, donc le mis en cause avait d'abord nié toute implication dans l'incendie. L'homme avait été interpellé dimanche, repéré par une vidéoprotection de la ville. On le voyait alors quitter l'immeuble 2 minutes avant l'apparition des premières flammes. Le suspect a fait l'objet d'un examen psychologique. À ce stade, l'expert estime qu'il est pénalement responsable de ses actes. La garde à vue a été levée en début d'après-midi. Il doit être déféré devant un juge d'instruction qui devrait lui notifier sa mise en examen pour, entre autres, dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Le parquet va requérir donc son placement en détention provisoire. Les 3 personnes décédées dans le brasier sont-elles toujours en cours d'identification à l'aide notamment de leur ADN. Thibaut Hu pour Europe 1. La direction les Pyrénées-Orientales à présent où le feu est désormais fixé. Oui, plus de 600 pompiers, plus de 8 Canadaires ont dû intervenir pour fixer enfin cet incendie qui s'est déclaré hier près de Perpignan entre les communes de Saint-André et Argelès-sur-Mer. Les flammes ont parcouru plus de 500 hectares et se sont propagées très rapidement à cause du vent. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est rendu sur place aujourd'hui pour établir un bilan sur les relogements nécessaires. Un camping a été notamment totalement détruit. L'Ain, l'Isère, le Rhône et les Deux-Savoies toujours en vigilance orange canicule et ça va durer puisque les températures ne vont pas baisser dans le secteur avant en milieu de semaine prochaine. 37 degrés attendus à Lyon demain. On en vient à cet appel à l'aide, celui des urgences et des hôpitaux. La situation est difficile, très difficile même cet été, plus grave que l'année dernière à la même période. Alerte lancée ce matin sur Europe 1 par Marc Noiset. Il est le président du syndicat SAMU Urgences de France. On l'écoute. Clairement, elle est plus grave parce que elle touche dorénavant tous les départements de France. L'été dernier, on avait des zones rouges, on va dire. Cet été, elle touche tous les départements, des gros services et des petits services. Et la nouveauté, on va dire, c'est que des zones extrêmement touristiques, où on a des augmentations d'activité liées au flux de la population qui est de x2, de x3, sont aujourd'hui en très très grande précarité. Je citerai les Sables d'Olonne par exemple, ou Arcachon, où ils ont été obligés de mettre en place sur le parking devant l'hôpital une structure où des médecins généralistes font de la petite traumatologie pour alléger les urgences, parce qu'il n'y a plus qu'un seul urgentiste pour accueillir le flux des estivants, ou encore Saint-Tropez, qui a failli fermer son service d'urgence. Marc Noiset au micro de Lionel Gougelot, c'était ce matin sur Europe 1. Le président du SAMU Urgences de France qui alerte aussi dans les colonnes du Parisien sur que son équipe a dû transférer un bébé de 2 mois dimanche à Rouen, faute de lit en réanimation pédiatrique en Ile-de-France. Le nourrisson souffre d'une bronchiolite. Sur le volet international, la CEDEAO va-t-elle intervenir militairement au Niger pour établir le président Mohamed Bazoum, renversé par les putschistes le 26 juillet dernier? On en saura plus jeudi 17 août. Une réunion militaire ouest-africaine est prévue dans la capitale du Ghana. La diplomatie américaine estime de son côté ce mardi que le coup d'État au Niger est encore réversible via la diplomatie. Et puis aux États-Unis, c'est sa 4e inculpation pénale en moins de 6 mois. Donald Trump, à nouveau inquiété par la justice. Oui, pour sa tentative présumée d'inversion de l'élection présidentielle en 2020. Cette fois-ci, c'est la justice de Géorgie qui le met en cause, ainsi que 18 autres personnes. À l'origine de cette enquête judiciaire, il y a un appel téléphonique entre l'ancien président et un haut responsable local de Géorgie. Donald Trump lui demandant de trouver un certain nombre de voix pour faire basculer cet État décisif en sa faveur. Un retour en France à présent. Le président de la République est en vacances en ce moment, vous le savez, au fort de Brégançon. Une résidence d'État à laquelle Emmanuel Macron est attaché. Dans la villégiature présidentielle de Borne-les-Mimosas, vacances, soleil mais aussi travail. Tout ça dans une ambiance ultra sécurisée. Mayalène Trémollet. Oui, tout est fait pour assurer la sécurité du chef de l'État, perché sur un piton rocheux de 35 mètres de haut, encerclé par la mer. La demeure présidentielle est une véritable forteresse, difficile d'accès, mais surveillée et entourée en permanence, comme l'explique Christian Proutot, fondateur du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Il y a la sécurité qui est physique sur le fort lui-même, avec quelques personnes qui sont là pour se reléguer nuit et jour, pour surveiller l'environnement aérien. Mais on est entre 6 et 8 personnes qui tournent en permanence. Donc disons que ça fait entre 12 ou 14 personnes à temps plein. Une organisation qui a un prix. On estime par exemple qu'un bain de mer du chef de l'État coûterait autour de 60 000 € de dispositifs de sécurité entre les plongeurs et les bateaux de la gendarmerie nationale. C'est pour cela qu'en 2018, Emmanuel Macron a fait construire une piscine hors sol, préférant l'intimité des jardins à la mer. D'autant que l'intimité des présidents a été plusieurs fois mise à mal, puisque le fort de Brégançon est un symbole parfois pris pour cible. Rien qu'en mars 2023, l'électricité du fort a été coupée plusieurs fois par des opposants à la réforme des retraites.
Maï-Hélène Trémollet du service économie d'Europe 1. Saint-Classe, le Guildo, Erquy, Pléneuf-Valandré ou encore La Baule, Escoublac. 3 exemples de stations balnéaires qui voient leur population fortement s'accroître cet été. Et oui, la raison, l'arrivée massive de vacanciers français et étrangers. Une pression énorme pour ces villes moyennes qui doivent s'adapter en renforçant notamment leurs services municipaux. C'est notamment le cas à La Baule, Maxime Gondelot. Et oui, car dans cette célèbre ville balnéaire de Loire-Atlantique, la population passe de 18 000 habitants en hiver à 180 000 habitants au beau jour. Un véritable défi pour Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule. Pour lui, la ville doit remplir certaines conditions. L'enjeu majeur d'abord c'est la sécurité, il faut plus de contrôle, donc c'est la raison pour laquelle nous avons plus de 200 caméras qui sont développées sur la ville, une compagnie de CRS qui vient renforcer la police nationale et la police municipale. La Baule a dû aussi embaucher 50 maîtres nageurs sauveteurs, une centaine de saisonniers en plus dans tous les secteurs et renforcer les équipes qui s'occupent de la propreté de la ville. Il y a plus de consommation, tous les services de la ville sont mobilisés pour permettre de ramasser, de faire plus de tournées par jour. Ce qu'on ne veut pas c'est que les poubelles soient débordées, surtout que nous avons nos goélands qui sont présents et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que les poubelles soient bien pleines pour venir attaquer l'ensemble des poubelles. Et si certains maires poussent un cri de soulagement après la saison estivale, ce n'est pas le cas de Franck Louvrier à La Baule. Le cri de soulagement, en fin de compte, c'est tous les soirs, c'est pas à la fin de la saison. Et pour rester attractive, la ville s'organise et veille en permanence sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions des touristes, aux critiques également, et pour vérifier d'éventuelles dégradations. Maxime Gondelot pour Europe 1. Et puisqu'on parle de tourisme, sachez que la société d'exploitation de la Tour Eiffel va porter plainte après que 2 touristes américains ont passé la nuit à l'intérieur du monument fortement alcoolisés. Ils ont été retrouvés endormis ce matin par les agents de sécurité. Le parquet de Paris indique qu'il n'y a eu aucun dégât. Elle est censée être bien accrochée à l'avant et à l'arrière de notre voiture. Focus sur la plaque d'immatriculation. Et oui, obligatoire depuis le 14 août 1893. On fêtait donc hier ses 130 ans. Oui, 130 ans que le préfet de police de Paris rend obligatoire l'immatriculation de tous les véhicules mécaniques, camions, voitures, 2 roues. Et un jour, cette même plaque pourrait bien nous servir de moyen de paiement. Baptiste Morin. Oui, imaginez entrer dans un parking payant sans prendre de ticket, vous garer et puis ressortir sans avoir eu à baisser la vitre ou à sortir votre carte bleue. C'est l'idée qu'a développée une start-up française, Leaf, spécialisée dans les solutions de paiement. Christophe Dolic, son fondateur. Vous téléchargez l'application Live, vous mettez votre moyen de paiement et puis vous enregistrez le numéro de votre plaque. Quand vous passez à la barrière de paiement, vous gardez vos mains sur le volant. La barrière va s'ouvrir parce que le système a détecté que votre voiture est identifiée à travers l'application. Pareil à la sortie, et vous recevez automatiquement une notification qui vous indique que vous avez été débité du montant du stationnement que vous avez effectué. Le procédé pourrait être décliné à d'autres usages. Sur l'autoroute, par exemple, la société APRR teste d'ailleurs un procédé comparable sur une portion de près de 90 km de l'A79 entre la Saône-et-Loire et l'Allier. Les barrières ont disparu. Ce sont des portiques qui photographient votre plaque d'immatriculation lors de votre passage à vitesse élevée. Petite différence, le paiement n'est pas automatique, à moins de posséder un boîtier télépéage. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Enfin, en ce jour de l'Assomption, dans toutes les églises de France, des chants liturgiques ont résonné dans la matinée. Oui, et très souvent pendant les messes du 15 août, c'est l'orgue qui accompagne les chorales. Mais pour finir ce journal, on laisse de côté ce magnifique instrument. Les chants liturgiques sont parfois remixés. On l'a vu aux dernières JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, avec ce prêtre DJ portugais, Père Guilhem, qui a galvanisé la foule de jeunes pèlerins à Rio de Muro. Oui, Père Guilherme, ce DJ dont vous parliez, très présent sur les réseaux sociaux et très suivi. Il compte plus de 230 000 abonnés. Lors de ses DJ sets, comme on appelle ces soirées de DJ, il alterne entre musique électro, message du pape François et prière. Passons désormais à ce cantique devenu viral, en particulier sur le réseau social TikTok. Il nous vient de Belgique et plus particulièrement du père Aurélien Sanico. Alors, ce chant a plus de 10 ans, mais cette année, il est réapparu sur TikTok. Carton plein, il est repris des centaines de milliers de fois par les internautes. L'autre tendance, c'est le rap gospel, porté un temps par le rappeur américain Kanye West, mais aujourd'hui il est incarné par le rappeur ivoirien KS Bloom, artiste francophone le plus écouté en 2021 sur YouTube. Ses vidéos cumulent plus de 100 millions de vues et il vient de sortir son second album en juin dernier.
Marie Jiquel du... Mais le rappeur américain Tupac s'était lui aussi emparé d'un chant liturgique. Liste Culture Europe 1. Et puis j'en profite, il est encore temps de souhaiter une très belle fête à toutes les Maries qui nous écoutent.